I know you told me such a long time ago that you didn't want me. Lundi 14 juin 2021, Natacha Chetcuti-Ossorovics, sociologue et spécialiste de l'épistémologie féministe, des violences de genre, de la sociologie carcérale et du lesbianisme, était à la librairie Ombre Blanche pour présenter son ouvrage « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité », publié aux éditions La Dispute, lors d'une rencontre organisée par Bagdam Espace Lesbien et animée par Sandrine Texido. I know you told me you didn't want me round. And I know you got a man way across town. Oui. Donc, pourquoi est-ce Bagdam Espace Lesbien qui invite ce soir la distinguée sociologue Natacha Chetcuti? Pourquoi? Parce que Natacha Chetcuti a plusieurs cordes à son arc. Je lis, elle est spécialiste de l'épistémologie féministe, des violences de genre, de la sociologie carcérale et du lesbianisme. D'où notre invitation en lieu et place du printemps lesbien 2020 et 2021 qui n'ont pas eu lieu. Et Natacha remplace tout ça très très bien. Tu t'avances beaucoup, hein. Voilà, donc on est évidemment très contente. Natacha est une habituée des printemps lesbiens et elle a présenté tout ce qu'elle a produit, enfin pas tout, parce qu'elle a tellement produit que ça ne pouvait pas être possible, mais elle a présenté quand même tout ce qu'elle a fait de principal, tout ce qu'elle a écrit au printemps lesbien de Toulouse, et nous en sommes fort ravis, et nous la remercions. Et... Donc voilà. En fait, on se connaît très bien, on se connaît depuis très longtemps, et donc c'est toujours un plaisir de la recevoir. Et donc voilà, aujourd'hui, elle est là, et maintenant. Pardon ? En chair et en os, pas en zoom. En chair et en os, pas en zoom. Ouais, alors merci vous d'être là aussi, malgré la chaleur. Et je vais passer la parole à quelqu'un qui est infiniment plus que moi apte à lui poser toutes les questions du monde et à lui faire dire la substantifique moelle de ce qu'elle a pondu là, dans ce livre-là. Et il s'agit de Sandrine Texido, anthropologue. Et maintenant, je repars à ma place. Mais bien sûr. Attends, est-ce que je te présente de nouveau alors donc Je crois que Brigitte a déjà bien présenté Natacha. Donc, Natacha Chetcuti-Ossorovics, sociologue, maître de conférence, HDR, comme on dit alors dans notre langage, c'est habilité à diriger les recherches des doctorants. Donc, tout ça à Centrale Supélec et à l'ENS, au laboratoire IDES, Institution et dynamique historique de l'économie et de la société. On aime beaucoup les acronymes dans l'université. Et tout ça à l'ENS Paris-Saclay. Alors, ces travaux, donc, je le répète, portent sur le genre et la violence. Alors, c'est bien si je mets mes lunettes, en fait, quand je lis. Et donc, violence de genre, sociologie carcérale, épistémologie, féminisme et le lesbianisme. Donc, dernièrement, son travail porte principalement sur genre et monde carcéral, et c'est de ça dont tu vas nous parler. Et peut-être. Bon, je te laisse la parole, c'est mieux. Chacune. Bon, bonsoir à tout le monde. Je remercie évidemment quand même d'abord et avant tout la librairie Ombre Blanche de nous accueillir ce soir, pour ma part pour la 4e fois, parce que chaque fois que, en fait j'ai compté, chaque fois qu'il y a une publication, que j'ai publié un ouvrage, j'ai été invitée à Ombre Blanche.
Bon, on ne veut pas tous les énumérer, mais pas bref. Évidemment, Bagdam, espace lesbien, et particulièrement Brigitte Boucheron, que vous avez vu tout précédemment de m'avoir invité à venir, et Sandrine Texido, qui est à la fois ma collègue à Centrale Supélec et amie. Et voilà, on partage ensemble, je crois, une même approche et de l'enseignement et de la recherche en anthropologie sociale et surtout voilà, dans un souci constant de trouver toujours, de s'approprier de nouveaux espaces d'émancipation, qui est quand même justement l'axe central de ce livre, Femmes en prison et violences de genre. Et je tiens beaucoup au sous-titre pour lequel j'ai aussi beaucoup lutté, Résistance à perpétuité. Alors, pourquoi résistance à perpétuité? On va y venir. D'abord, voilà, je vais parler pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite, Sandrine a prévu des questions. Et voilà, pour un échange ensemble. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est qu'on ait un échange collectif jusqu'à 19h. Alors, je veux dire, je suis très émue chaque fois de venir à Toulouse. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est quand même assez familial pour moi comme univers. Mais en plus, c'est ma première conférence en vrai, avec des corps vivants, depuis 1 an et demi. Donc, en fait, ça fait de l'effet. Voilà. Alors, ce livre, il est issu d'une recherche donc, que j'ai menée dans un centre de détention femmes pendant 18 mois. Je ne nommerai pas la prison ni la région dans laquelle j'ai mené l'enquête par souci d'anonymisation des données, mais cette prison, elle a comme singularité d'être une prison que l'on appelle en PPP, parce qu'il n'y a pas que dans le monde universitaire, la novlangue libérale, elle envahit évidemment tout le monde social, y compris le monde carcéral. Donc PPP, c'est partenariat privé-public, ça veut dire que c'est une prison dont la gestion déléguée au privé bien définit toutes les missions, c'est-à-dire que les missions sécuritaires sont les missions d'État, les autres missions qui sont l'insertion, qui sont ce qu'on appelle l'hôtellerie en prison, mais aussi la restauration, donc le cantinage et tout ce qui constitue la vie de quotidien avec les énergies des fluides et compagnie, dépendent du privé, ce qui a évidemment des incidences dans la vie de quotidien. Bon, donc évidemment j'ai consacré quelques analyses sur l'effet du capitalisme carcéral sur la carcéralisation, mais ce n'est pas l'axe central du propos. L'axe central du propos dans cette recherche, elle est venue au fur et à mesure de l'enquête. Donc pendant 18 mois, j'ai été dans ce centre de détention. La chose assez formidable, c'est que j'ai été dans le quotidien de la détention, ce qui est rare, parce qu'en général, les personnes extérieures viennent ou font des entretiens dans les parloirs, mais ne viennent pas dans la détention. Ce qui a été mon cas pendant ces 18 mois. Donc j'ai pu vivre, d'abord faire tous mes entretiens en cellule, vivre dans tous les espaces de la détention, bibliothèque, scolaire, atelier de travail, formation, cours de promenade, etc. Et en fait, au fur et à mesure de cette enquête, auprès de femmes donc condamnées pour des moyennes et longues peines, alors je le précise aussi, ce n'est pas un travail sur les femmes en général emprisonnées, c'est une monographie. Qu'est-ce que c'est qu'une monographie en anthropologie, hein? C'est une enquête très précise dans un lieu très précis, donc il ne faut pas non plus faire de généralités totalement abusives, mais pour moi ça a tout l'intérêt, enfin le travail anthropologique, c'est de travailler vraiment sur un temps précis dans un lieu précis. Et donc auprès de femmes condamnées pour de moyennes et longues peines, ça veut dire quoi? Entre 10 et 30 ans de peine, voire à perpétuité, même si on ne parle plus de perpétuité dans le langage juridique aussi clairement. Donc ça veut dire qu'on est dans un centre de détention, ce n'est pas une maison d'arrêt, ce sont des cellules individuelles et c'est des régimes de peine particuliers. Et au fur et à mesure du travail, je me suis aperçue que toutes les femmes que je rencontrais étaient inscrites dans des rapports de violence de genre avant l'incarcération, violence de genre qui étaient visibles ou invisibles. Et donc j'ai dressé toute l'analyse à partir de ce que j'appelle dans le livre le continuum de violence de genre. Alors je vous explique tout de suite ce que c'est que le continuum de violence de genre. Je vais essayer de ne pas être jargonneuse, jargonneuse, en tout cas de ne pas trop utiliser de vocabulaire trop compliqué sociologique, mais le continuum de violence de genre, il est inspiré, on n'écrit jamais théoriquement à partir de nulle part, hein, donc il est inspiré d'une autre sociologue qui s'appelle Liz Kelly, qui dans les années 70 a mené la première enquête sur les femmes et le rapport à la sexualité, et elle se rend compte dans son enquête que toutes les femmes avaient subi des expériences
si on peut appeler ça expérience, en tout cas des situations de violence, quel que soit leur statut social, etc. Mais la difficulté, c'est d'arriver à les nommer et donc de vivre avec. D'où le terme de continuum qu'elle associe à violence sexuelle, pour montrer qu'en fait, ce qui structure la vie des femmes, c'est une continuité de violence qui va structurer la manière à la fois de se situer subjectivement et dans le rapport aux autres. Alors à cette notion de violence, de continuum des violences sexuelles, moi j'ai enlevé sexuel pour continuum de violence de genre. Alors là aussi, c'est évidemment à l'intérieur d'un champ d'études qui est issu des recherches féministes et qui, depuis le début des années 70, en lien aussi avec les mouvements sociaux, il n'y a pas de recherche sans mouvements sociaux non plus, discute la question du continuum, discute la question de la conceptualisation des violences. Pour faire synthétique, ici, la notion de continuum renvoie au fait que la domination masculine et l'appropriation du corps des femmes par les hommes constituent un lien structurant pour toutes les femmes. Et en fait, pourquoi associer la notion de continuum à violence de genre? C'est pour signifier, et j'y tiens beaucoup, que les violences visibles ou invisibles, et c'est surtout sur les violences invisibles que j'ai insisté dans cet ouvrage, résulte de la hiérarchisation des rapports sociaux. Et on va le voir, cette série de violences invisibles, j'inclus dedans la question de la division sexuelle du travail. Qu'est-ce que c'est de la division sexuelle du travail? C'est l'idée qu'un travail de femme vaut moins qu'un travail d'homme et qu'il y aurait des tâches dites féminines et des tâches dites masculines, les tâches dites féminines étant bien sûr les moins qualifiées que les tâches dites masculines. Et vous allez comprendre pourquoi après. Mais je vous dresse déjà le cadre théorique. Donc, à partir de ce cadre théorique, je me suis posé au moins 2 questions. La première, si justement il y a une série de violences invisibles, impossibles à nommer ou à décrypter, comment ou que signifie consentir au rapport de domination alors que les individus n'ont pas pleinement conscience de ce rapport social de domination? Et ça a toute son importance dans le parcours de peine. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu pour celles et ceux qui connaissent un peu l'anthropologie. Je m'inspire là aussi d'une autre auteure, qui est Nicole Claude Mathieu, et d'un article fondateur, Quand céder n'est pas consentir. Donc, autre question qui découle de la première, c'est comment construire des mouvements émancipatoires, comment construire, élaborer des mouvements émancipatoires face à un régime disciplinaire qui, au-delà d'être, je dirais, un régime de contrainte, construit, oblige à un façonnage du récit de soi, ici dans le parcours de peine. Pourquoi je dis ça? C'est qu'une fois condamné, il ne suffit pas d'être condamné, une fois que vous êtes condamné en prison, il faut répondre d'un PEP. Le PEP, c'est le parcours d'évaluation de la peine, ou parcours d'évaluation pénale, et qui demande vous êtes évalué tout au long de l'incarcération par ce parcours, par cette expertise pénale, qui, au fond, a 3 mots-clés, est façonné par 3 mots-clés: responsabilité, culpabilité, réflexivité. Responsabilité, c'est être en adhésion et en accord avec je dirais, la peine ou le délit pour lequel vous êtes condamné, donc votre condamnation, et être capable d'en répondre. 2, culpabilité, c'est de dire, voilà, je me sens... oui, il y a l'histoire de l'aveu et de la faute. 3e, c'est réflexivité, c'est être en capacité de pouvoir dire comment vous auriez pu agir autrement. Mais comment répondre de ces injonctions, justement, à l'intérieur de rapports de violence ou de domination pour lesquels vous n'avez pas les clés de lecture. Donc, donc ça, c'était ma grande question dans le livre. Et autre élément, et ça, c'est la confrontation au terrain, qui m'a fait élargir la notion de violence de genre à la question de la violence politique. Et qu'est-ce que c'est que la violence politique ici? C'est qu'au cours du terrain, j'ai rencontré des prisonnières autodéfinies politiques, des prisonnières basques, pas si loin d'ici, donc ex-militantes TA, et ça m'a beaucoup intéressée, évidemment, de comparer leurs trajectoires. D'abord, il y a très peu de recherches qui ont mis en comparaison des détenues dites de droit commun avec des prisonnières autodéfinies politiques. Et puis, surtout, c'est que les prisonnières autodéfinies politiques, si elles sont en prison, c'est pas tant à l'intérieur de ce continuum de violence de genre
Non pas que la société basque soit épargnée de la division des rapports sociaux de sexe, hein, aucune société n'en est épargnée, mais leur, je dirais, condamnation s'inscrit à l'intérieur de l'arsenal dit de lutte antiterroriste, et donc elles sont condamnées pour usage de la violence dans un engagement politique illégal. Voilà, et alors ça a été intéressant de comparer les trajectoires, parce que ces trajectoires permettent de comprendre aussi quelles sont les résistances collectives à l'œuvre face justement aux différentes injonctions en prison. Voilà, ça c'est le cadre. Bon, ensuite quand même quelques mots sur ce fameux PEP avant de vous expliquer les analyses que j'ai construites. Qu'est-ce que c'est que ce PEP quand même 3 mots. Alors, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'on est depuis les années 90 et particulièrement depuis les années 2000 hein, dans un front commun, un discours commun assez répressif en Europe. Il y a des discours, du coup, ou des appareillages institutionnels hein, qui s'harmonisent dans toute l'Union européenne avec des dispositifs qui apparaissent. Donc, à partir du début des années 90, une nouvelle approche est apparue, d'abord en Grande-Bretagne, puis dans la quasi-totalité des pays européens, c'est donc le fameux parcours d'exécution de peine. Alors, dans le discours officiel de l'administration pénitentiaire, ce parcours doit permettre, je vous cite leurs mots, de fixer des objectifs partagés avec la personne détenue afin de préparer son insertion. Et c'est déjà là un lieu contradictoire ou un dispositif contradictoire, sachant que ce dispositif se construit en même temps que l'on construit des prisons en partenariat public-privé et que l'insertion, du coup, n'est pas entièrement déléguée à la mission publique. On va en discuter tout à l'heure. Enfin. Et savoir que dans ce dispositif, l'ensemble des personnels pénitentiaires y participent, à la fois de manière formelle et informelle. De manière formelle, dans les commissions, par exemple, qui vont accorder ou pas une conditionnelle, c'est-à-dire la possibilité de sortir plutôt de prison avec un bracelet électronique, par exemple, ou d'accorder aussi ce qu'on appelle des permissions de sortie pendant la peine. Donc là, on a, je dirais, les gradés qui participent. Les gradés, c'est les lieutenants dans la hiérarchie pénitentiaire. Rentrer en prison, c'est aussi comprendre toute la hiérarchie pénitentiaire. Vous le découvrirez dans le livre. Je ne vais pas vous faire toute la sociologie des organisations de bon, bref, donc il y a aussi le juge d'application des peines, etc., etc. Et il y a aussi toutes les évaluations, les avis informels des surveillants pendant la détention, qui, selon la manière dont vous vous tenez, vont aussi émettre des avis rédigés positifs ou non. Voilà. Par exemple, en ce qui concerne les femmes, il s'agit de s'habiller comme il le faut. Voilà, si vous vous révoltez trop, c'est pas bon pour vos évaluations. Si vous faites des blocages collectifs, évidemment, ça va avoir une incidence sur votre évaluation. Voilà, donc ça va être, je dirais, dans le quotidien carcéral. Et dans ce dispositif, il y a aussi les psychologues d'application des peines, il y a aussi toute une série d'agents, d'experts, agents, notamment les psychiatres, qui vont, je dirais, recueillir l'histoire biographique et pénale et surtout vont recueillir le récit des personnes incarcérées. Et à partir de ce récit, vont juger ou pas par exemple, d'une permission de sortie. Sauf que vous imaginez bien que pour construire un récit de soi, il faut non seulement répondre de ces 3 injonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi construire un récit qui correspond aux attentes carcérales. Et cette attente carcérale, elle présuppose qu'il y a, je dirais, une unicité de parcours de la personne entre le passage à l'acte, la condamnation et l'incarcération. Et toute la question, c'est de savoir comment, et là je m'inspire évidemment des travaux de Michel Foucault, mais comment peut-on construire un dire vrai sur soi-même alors que justement, d'une part, on n'a pas forcément conscience des rapports de domination dans lesquels, parfois, souvent, le passage à l'acte s'est construit. Enfin, c'est construit, voilà. Et deuxièmement, mais c'est construit aussi, comment construire ce récit de soi quand en face, il y a une institution pénale qui ne tient pas compte, justement, de ce continuum de violence de genre dans lequel les femmes sont structurées. C'est tout le propos voilà, du livre, pour ainsi dire. Alors, autre élément quand même important, c'est que dans le contexte contemporain, il y a une idée d'individualisation de la peine, qui du coup ne prend pas en compte aussi les rapports sociaux qui structurent les individus, la vie sociale des individus. En
On pourrait dire que les rapports sociaux, ce sont les rapports de classe, les rapports de genre, les rapports liés à la racisation. Ces rapports sociaux sont consubstantiels et surdéterminent les individualités. Et à l'intérieur de ces rapports sociaux, on peut avoir plus ou moins de marge de manœuvre. Sauf que dans ce parcours pénal, ces rapports sociaux ne sont pas pris en compte. Voilà, donc maintenant je vais rentrer dans le détail des choses. Donc l'autre élément aussi, quand même, dans ce rapport social, c'est il faut absolument rendre compte de regrets face à la victime ou à la personne victime, vivante ou non. Donc il y a toute une dualité auteur-victime par lequel vous êtes aussi évalué pendant la peine. Et vous imaginez, ça n'est pas sans poser problème pour des femmes qui sont passées à l'acte contre des violences masculines répétées. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, j'ai donc mené cette enquête pendant 18 mois. J'ai mené ce qu'on appelle des récits dits longitudinaux, c'est-à-dire avec des femmes que j'ai rencontrées plusieurs fois pendant 18 mois. Et j'ai mené aussi des entretiens avec le personnel pénitentiaire, avec le personnel privé, avec les personnels de l'unité de soins, les aumônières. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut devenir aumônière, les aumônières, etc. Sur les 42 détenues que j'ai pu rencontrer de manière, je dirais, continue, eh bien, 35 d'entre elles ont fait l'objet de violences de genre, de violences intrafamiliales. Alors, je ne dis pas violence domestique, que je trouve absurde comme terme. On croirait que c'est l'aspirateur qui vient attaquer. Donc, je parle de violences masculines. Voilà, soyons très, très clairs sur la chose. Donc, ces violences masculines ont été, avant leur incarcération, cumulées avec d'autres formes de violences que sont la précarité sociale, la prostitution contrainte, le racisme et une mécanique de la domination qui s'étend aussi aux violences économiques et symboliques. Qu'est-ce que j'appelle violence symbolique ? Ça renvoie à l'idée d'une timidité et d'une honte sociale qui empêche de pouvoir se penser autrement qu'à la place à laquelle ces femmes sont assignées en tant que femmes, mais aussi en tant que femmes de classe populaire ou de petite classe moyenne. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, pour vous donner un exemple très précis, que eh bien, moins vous avez un niveau d'études élevé, vous allez investir quoi ? Enfin, investir, c'est absurde de dire ça. Même moi, je suis mangée par le langage libéral. Bref. En tout cas, vous allez vous identifier à quoi ? Par exemple, à la position de mère, comme statut qualifiant, comme pourvoyeuse, pas de ressources, mais de soins aux autres comme statut qualifiant. Et voilà, moins vous avez, je dirais, une capacité à vous démettre de ces statuts-là ou de ces fonctions, plus aussi ça va vous permettre à la fois d'avoir une relation qualifiante à l'intérieur de l'univers familial, mais bien sûr aussi que ça construit des relations de dépendance difficiles dont il est difficile de s'échapper. Alors, l'analyse des récits que j'ai pu construire à partir justement de cette expérience du parcours pénal. Alors, pourquoi aussi ce parcours pénal est arrivé de manière centrale ? C'est que deux choses, mais arrivées de manière constante au fur et à mesure du terrain, c'est le problème du cantinage en prison, ça on pourra y revenir après. Deux, toutes les femmes en détention, en cellule, m'ont fait cas de leur expertise pénale et cherché à comprendre ce qu'on leur demandait. Et donc, en cellule, on a beaucoup travaillé aussi sur ces documents officiels. Donc, j'ai relevé 4 types de parcours. Un parcours que j'ai appelé un lieu à soi maudit. Bon, la référence de Virginia Woolf, évidemment, est lisible pour beaucoup de monde. Le deuxième, injustement condamné. Le troisième, une peine attendue. Le quatrième concerne les prisonnières définies autopolitiques. Et j'en parlerai, peut-être qu'on développera aussi. Voilà, donc là, ça renvoie plutôt à la question du cas limite et de la déqualification de la peine. Alors, en ce qui concerne le premier parcours, pourquoi je l'ai appelé un lieu à soi maudit ? Évidemment, tiré de l'essai en forme de manifeste de Virginia Woolf. C'est pour montrer comment, pour ces femmes-là, le moment carcéral leur permet de se détacher de l'environnement familier et constitue un temps de reconnaissance de soi en tant que victime de violences de genre. Ne pensez surtout pas qu'en disant ça, je pense qu'il faut construire de nouvelles prisons parce que c'est mieux pour se reconnaître comme victime de violences de genre. C'est bien pour montrer le vide avant l'incarcération des possibilités de se reconnaître comme victime. Hein. Donc ce temps de séparation, c'est ça. Et ici, on a des femmes qui, justement, dans le continuum de violence, sont concernées par une série de violences invisibles qu'elles n'ont pas pu reconnaître avant l'incarcération.
des violences qui n'ont pas été reconnues ou qu'il n'était pas possible de nommer avant le passage à l'acte, la condamnation et l'incarcération. Et j'ai repris effectivement à dessein l'image de Virginia Woolf de l'image de Lieu à soi pour analyser le parcours de ces femmes qui sont concernées par une expérience carcérale où il s'agit de se penser autrement en tant que femme, c'est-à-dire de parvenir durablement ou non, ça c'est difficile à savoir, à s'extraire de l'assignation de genre. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, par exemple, tout bêtement, apprendre à dire non aux autres. Apprendre à ne pas être tout le temps pourvoyeuse de soins et de services aux autres. Je vais vous donner l'exemple d'une trajectoire d'une des détenues qui a, quand je la rencontre, elle a 49 ans, elle était employée dans la grande distribution. Elle a un parcours où, à l'âge de 18 ans, elle est salariée dans cette chose, ce magasin-là. Le conjoint aussi, qu'elle rencontre à 18 ans, ils se marient, clac, ils ont 2 enfants, etc. Et la vie se passe pour cette femme depuis le début, d'abord dans une continuité, je dirais, d'assignation de genre, où elle apprend très jeune dans l'adolescence que pour exister aux yeux des autres, eh bien, il faut qu'elle réponde à des exigences domestiques importantes. Elle raconte, repasser les chemises du col du père avec précision, etc. Elle se marie, voilà, tout va bien, tout semble aller très bien. La division sexuelle du travail s'organise de la manière suivante. Elle se lève le matin à 4h du matin, elle prépare les petits déjeuners pour tout le monde. En plus de préparer le petit déjeuner pour tout le monde, à 7h du matin, eh bien, il faut qu'elle travaille aussi, je dirais, elle a le travail hétérosexuel du corps hétérosexuel à présenter. Donc elle se maquille, elle dit, il faut que je sois pimpante. Une fois que tout le monde se réveille, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner, elle part travailler de manière salariée. Pendant le temps salarié, elle pense au déjeuner. Quand elle sort du déjeuner, la fin de la journée, eh bien, elle va s'occuper aussi des enfants de la voisine parce qu'il faut rendre service, c'est sa manière de se qualifier aussi. Tout ça jusqu'à minuit. Et en fait, elle raconte tout ce cheminement. Et quand elle en parle, elle dit, Sophie, elle, en parlant d'elle à la 3e personne du singulier, elle avait besoin de dormir, mais en fait, Sophie ne se l'autorisait pas. Et elle va passer à l'acte. Voilà. Alors, dans le livre aussi, je n'ai pas insisté sur le type de délit pour pas non plus surdéterminer les trajectoires. Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est comprendre dans quoi ça se loge. Et en fait, voilà, elle va passer à l'acte dans un moment de dépersonnalisation d'elle-même, mais aussi, au fond, dans une vie où elle a été dépossédée d'elle-même. Et en prison, eh bien, paradoxalement, ça lui permet de reprendre possession d'elle-même. Donc voilà, dans ce type de parcours, l'expérience carcérale va se construire entre 2 chocs. Le choc d'une vie qui a été scandée par des violences masculines et qui tout d'un coup, où on comprend comment ça doit se réorganiser, mais aussi un autre choc qui est la nécessité de se réorganiser autrement, subjectivement, pendant l'incarcération, mais aussi pour se projeter après l'incarcération. Alors évidemment, dans ce parcours, qu'est-ce que ça vient interroger comme notion ? Ça vient interroger la notion de consentement. C'est-à-dire que alors évidemment que pendant le procès et pendant le parcours pénal, il est très difficile de répondre à comment j'aurais pu faire autrement. Comment vous avez consenti à ce système ? Pourquoi vous êtes resté dans ce système ? Voilà telles les questions qu'on va poser. Mais évidemment que là aussi, la conscience est tellement médiatisée par l'écran de la domination masculine, mais aussi de l'organisation sociale de l'hétérosexualité, qu'il est difficile d'en répondre autrement. Deuxième parcours, je vais aller un peu vite, mais deuxième parcours que j'ai appelé injustement condamné. Alors là aussi, je ne juge pas du bien ou mal fondé de la condamnation, c'est pas ça. C'est que dans ce type de parcours, justement, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui étaient dans une position défensive par rapport à la condamnation et qui va s'exprimer par l'expression d'un conflit interne permanent, impossible à résoudre, entre le soi désigné comme auteur par le jugement pénal et le parcours pénal et le soi victime. Dans ce parcours, on a des femmes qui, là, ont subi des violences visibles. Elles sont devenues auteurs parce qu'à un moment donné, il a fallu se défendre de violences répétées. Alors, dans ce type de parcours, évidemment, il y a un mouvement de conflictualité permanent entre les agents de l'expertise pénale, évidemment, tout le temps, mais aussi avec les agents de la pénitentiaire.
Et contrairement aux détenus représentatifs du parcours que j'ai appelé un lieu à soi maudit, dans ce second parcours, les femmes sont moins dociles que dans le premier, à l'institution disciplinaire, et la question de la culpabilité ou de la responsabilité est plus facilement écartée, non pas pour justifier le passage à l'acte, mais pour justement signifier le fait qu'elles n'ont pas été reconnues comme victimes avant l'incarcération. Donc ça va se traduire comment ? D'abord par un rejet, et même en longue peine, de la dénomination détenu ou de la catégorisation détenu, et dans le fait aussi de se définir comme une détenue distincte des autres, parce que du coup ça crée une échelle, je dirais, de moralité, de valeur. Il y a l'idée où il y a des bonnes et des mauvaises auteurs, bonnes et mauvaises victimes, elles se classant des côtés des bonnes auteurs, puisqu'elles ont répondu à un système de violence pour lequel eh bien, elles montrent qu'elles n'ont pas été entendues avant l'incarcération. Et série de violences où elles ont dû à un moment donné se protéger elles-mêmes ou protéger l'enfant menacé par les violences du conjoint devenu père, et elles dénoncent l'absence de réponse des services de l'État avant l'incarcération, avant leur passage à l'acte, que ce soit les services sociaux, la police, la gendarmerie, etc. Donc là, évidemment, le recours à la violence est perçu comme une réaction désespérée, une réaction défensive, et là, ça vient interroger une autre notion qui est celle de légitime défense. Alors évidemment, là, elles ne sont pas entendues, bien souvent, par les experts pénaux. Pourquoi ça vient interroger la notion de légitime défense ? Je ne vais pas vous faire tout quand même le descriptif du code pénal, mais sachez qu'en France, où est-ce qu'on reconnaît légitime défense ? C'est au moins, minimum, 2 éléments. Un, où il faut que vous prouviez que vous répondez à la même hauteur de réciprocité que l'acte que vous subissez. En gros, vous avez un pistolet sur la tempe, et si vous répondez avec un pistolet sur la tempe, éventuellement, ça peut être acceptable, mais toutefois, il faut que vous prouviez aussi que vous n'avez pas pu faire autrement et que vous n'avez pas pu contacter un tiers, par exemple. Bon. Et troisième élément, il faut qu'il y ait un accord temporel entre le passage à l'acte, je dirais, et la situation. Et bien souvent, même dans la totalité des cas, les femmes que j'ai rencontrées, quand elles sont passées à l'acte, ce n'est pas le moment où elles étaient le plus menacées. Je vous donne un exemple. Une des détenues qui avait un enfant, enfin qui a rencontré un homme dans des sites de rencontre, tout ça. Bon. Ils ont une relation, elle a un enfant avec cet homme, et cet homme, et encore, c'est pas la pire des situations, mais bon, cet homme, la déqualifie de manière permanente, lui dit qu'il va lui prendre l'enfant, qu'il veut pas de cet enfant. Enfin, elle intériorise une peur panique. Et cette peur panique est si grandement intériorisée qu'un jour, il vient parce qu'il a la garde de l'enfant pour un week-end, il vient et elle a un couteau sous le coussin et elle va le poignarder de 17 coups de couteau. Et évidemment, du coup, elle a pris 30 ans de prison parce qu'elle a été jugée comme coupable et surtout qu'il y a eu préméditation. Et en fait, il y a beaucoup de situations comme ça où c'est pas que c'est prémédité au sens de « je veux le tuer », mais qu'il y a une situation d'intériorisation de peur panique, et à un moment donné, le passage à l'acte arrive. Voilà. Et donc, d'où la complexité du rapport auteur-victime dans ce type de parcours. Troisième parcours qui relève de l'enfermement inéluctable, et parfois même anticipé. Dans ce type de parcours, là, on est plus de l'ordre, je dirais, de la carrière professionnelle, liée, par exemple, à des activités illicites de vente de stupéfiants. Donc là, l'éventualité d'un séjour en prison est bien souvent intégrée dans les communautés familiales ou professionnelles. Mais là aussi, on a une division sexuelle du travail criminel qui fait que les expériences des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. Premièrement, le pourquoi du comment de l'entrée dans ces carrières, je dirais, de vente illicite. L'une qui est liée, eh bien, justement là aussi, à la position de charge de famille. Et là, plus souvent, ce sont des femmes qui vont s'intégrer dans ces activités parce que, eh bien, elles ont déjà à 20 ans 3, 4 enfants à nourrir. Et donc, il ne s'agit pas là d'une distinction positive dans une carrière, entre guillemets, délinquante, mais il s'agit là aussi de subvenir à l'environnement familier. Ce qui n'est pas le cas, pas souvent le cas, en tout cas, dans les trajectoires masculines. Là aussi, et souvent en plus, les femmes occupent des fonctions
moins lucratives que les hommes, en particulier dans le cas de la revente, et elles sont plus exposées tout particulièrement aux arrestations et aux harcèlements sexuels par la clientèle. Alors, dans ce type de trajectoire, on a beaucoup de femmes étrangères. Alors, il faut savoir que quand même, en France, 24% de la population incarcérée sont des personnes étrangères. Dans ce cadre-là, pour les femmes, le problème pour elles, c'est que non seulement elles sont exclues du parcours d'évaluation pénale, parce qu'à la fin de leur peine, elles vont être refoulées à la frontière, mais en plus, elles vivent un isolement important, l'isolement linguistique, puisque bien souvent, elles ne parlent pas la langue majoritaire, et donc ça va être très difficile, à la fois pour rendre compte de leur parcours, mais aussi, vous savez qu'en prison, il y a beaucoup, beaucoup d'écritures. Tout se passe par les écritures pour demander une autorisation, pour demander d'avoir telle et telle chose en cellule, etc. Et du coup, ça va construire des liens de dépendance avec d'autres femmes. D'autre part, bien souvent, en tout cas en ce qui concerne les femmes étrangères, elles cachent à leur famille qu'elles sont incarcérées. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer du souci à la famille. Voilà, c'est l'exemple d'une d'entre elles, une détenue brésilienne qui, quand je la rencontre à 23 ans, elle a 4 enfants elle appelle de la coursive sa mère, parce que là aussi il y a une continuité du travail de soins, qui s'occupe quand même de la solidarité extérieure. Ce sont là aussi des femmes, les mères, les sœurs, etc. Donc elle appelle sa famille, elle ne dit pas qu'elle est en prison, elle dit que elle va très bien, voilà, mais qu'elle raconte très bien comment elle s'est résignée à occuper cette fonction pour subvenir aux besoins de la famille qui est dans les quartiers pauvres de Rio de Janeiro. Voilà, et la grande différence aussi, c'est que par rapport aux hommes, c'est que là, la trajectoire en prison ne vient pas aussi signifier un moment de la carrière qui va construire une distinction positive. Ici, on est plutôt dans une distinction négative de la honte et du silence. Voilà. Voilà. Après, je vais parler 2 minutes des basques, après je finis. Mais en tout cas, le moment carcéral, il faut comprendre que ça constitue pour toutes, en tout cas ces 3 premiers parcours, un véritable virage biographique, un détour de vie. En dépit, je dirais, de la distinction de ces 3 parcours, le fait que toutes ces femmes sont structurées par ce continuum de violence que l'incarcération ne fait que confirmer. Voilà, et je répète encore ce continuum qui articule à la fois les violences visibles, conjugales ou familiales, masculines, mais aussi ces violences liées à l'assignation permanente et socialement sanctionnée des femmes au rôle de pourvoyeuses de services aux proches. Enfin, les Basques, les prisonniers autodéfinis politiques, ce parcours, il est un peu à part. Pourquoi ? Parce que, évidemment, là, on a des femmes qui sont condamnées du fait de violences politiques ou d'illégalisme politique. Ce qui les distingue évidemment des autres, c'est qu'elles ont une très forte conscience, non seulement de l'oppression en tant que femmes, mais aussi de l'institution disciplinaire. Elles ont évidemment, vous imaginez bien, avant la prison, un capital politique lié à l'anticapitalisme, à élaboration des systèmes répressifs. Et du coup, elles ont aussi un cadre réflexif important quant aux conduites à tenir collectivement et individuellement en prison. Donc clairement, c'est elles qui organisent ce qu'on appelle des blocages et donc des mouvements collectifs en prison pour obtenir telle et telle chose, et que tout leur parcours de peine est contextualisé à partir de cette posture politique qu'elles vont mettre en avant dans la totalité des récits. Alors juste 2 mots, vous savez que Théa a été dissolu en 2018, juste avant la dissolution, en plus, tous les procès, et même pendant la peine, chacune ne répondait pas individuellement, il y avait un refus de réponse individuelle, mais la réponse était collective, donc ça donne évidemment autre chose. Et ici, en tout cas, la nécessité de tenir en prison, elle passe par le fait de revendiquer le statut de prisonnière politique et non pas de se reconnaître comme terroriste. Donc évidemment, ça ne marche pas non plus avec les experts du pénal, bien sûr. Donc évidemment, elles sortent en sortie sèche, elles n'ont jamais de conditionnel, enfin bon, voilà. Et qu'elles vont mettre, en plus, tout au long de la peine, des pratiques de distanciation avec l'administration pénitentiaire qui ne va pas faciliter non plus leur vie en prison. Voilà. Je vais conclure peut-être là-dessus, pour laisser le temps de la discussion, pour dire que, vous l'aurez compris, mon propos n'est pas en faveur de la création de nouvelles prisons, ça on a compris, est assez critique du capitalisme carcéral et des logiques répressives
vous verrez tout ça dans le livre, mais aussi je me défais de l'idée, ou je critique l'idée largement véhiculée, qui est l'idée de dire la prison serait une loupe de la société, voilà, le monde carcéral serait quelque chose d'à part du monde. Non, bien évidemment, je ne pense pas du tout ça, je pense qu'au contraire, et c'est en ça que l'analyse du monde carcéral est intéressante, notamment dans le contexte d'ailleurs actuel, mais, et là je rejoins aussi les approches foucaldiennes, c'est que la prison, au contraire, vient nous indiquer de ce qui fait norme sociale. Le régime carcéral et les régimes disciplinaires nous indiquent aussi, nous permettent de comprendre quel est le type de société dans lequel nous vivons. Et je dirais en quoi la prison n'est pas, pour reprendre Foucault, fille des lois, mais plutôt reflète la norme organisationnelle, à la fois disciplinaire, du contrôle des populations, mais aussi disciplinaire en termes de façonnage des normes de genre. Voilà, je m'arrêter là, peut-être. Merci beaucoup. Alors, je vais en venir sur quelques petits points, parce que tu as quand même donné la substantifique moelle de ce livre. Alors, il y a quelque chose de très, très fin dans ce livre, dans la façon dont tu parles de cette institution, dont tu rentres dedans, donc de l'architecture, y compris sonore d'ailleurs, des femmes aussi, donc tu l'as précisé, pas de surdétermination. Donc, d'ailleurs, il y a des fois, tu donnes quelques indices sur leur passage à l'acte, des fois non. Et donc, j'aimerais peut-être que tu nous parles de ça, parce qu'on peut se demander comment on rentre dans un terrain comme ça, dans une institution qui nous paraît fermée, et qui peut-être est peut-être plus poreuse d'ailleurs qu'on ne peut l'imaginer. Comment on rentre en terrain, comment on se fait au code, comment aussi on a l'accord, puisque tu racontes bien que tu es resté à vivre avec elle aussi. Enfin, tu as mis en place plusieurs dispositifs d'entretien collectif, de focus group que tu appelles aussi. Et puis, il y a des journées aussi, une fois par mois, où tu restais avec elle. Donc, comment ça se passe? Comment on développe ça? Et après, comment on en tire aussi un livre, ou comment on parle de ces femmes, en fait? Alors, merci Sandrine de cette belle ouverture anthropologique. Alors, comment je suis rentrée d'abord? Ça n'a pas été si simple. Évidemment, pour rentrer en prison, à part être condamné, ce que je ne souhaite à personne, c'est évidemment, ça passe par l'autorisation de l'administration pénitentiaire. Donc ça a été un long cheminement. Alors, j'ai des choses qui ont joué un peu en ma faveur, c'est que avant de faire cette enquête, il se trouve que je n'étais pas non plus encore en poste, parce que là aussi, ça a été un long chemin de résistance que d'avoir un poste. Mais à l'université, j'entends bien. Et donc, pendant un certain temps, j'ai fait aussi des interventions, en plus des différentes charges de cours que nous connaissons bien quand on est précaire de l'institution académique. J'ai fait des interventions en prison, où j'ai eu une demande des services de probation et d'insertion des peines, voilà, donc sur plusieurs thématiques. Et à un moment donné, il y a une des directrices d'un SPIP, on appelle ça un SPIP, qui m'a proposé de faire des interventions dans un centre de détention femmes. Il se trouve que ça va être le lieu de la recherche. Et quand j'y suis allée, ça a été formidable, parce que j'ai renoué avec mes anciens objets de 25 ans auparavant, où j'ai été quand même engagée ici à Toulouse, à l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Donc il y a aussi une cohérence quand même dans tout ça. Et en fait, voilà, je découvre ce CDF, on appelle ça un CDF, Centre de détention femmes, et je rencontre toutes ces femmes. Et là, je me dis, mais non, mais il y a une recherche à mener. Il y a eu d'autres recherches avant sur quand même la question des femmes en prison. Il y en a eu peu, parce que la recherche académique, elle aussi, est prise au piège avec, je dirais, son biais androcentrique, c'est-à-dire quand même qui pense à partir et par les hommes. Mais voilà. Et donc, mais là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur à la fois justement ce récit de soi en prison, la question du récit, cette injonction au récit. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai demandé des autorisations. J'ai été très soutenue. C'est ça en fait, par une personne de la commission interministérielle de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a été complètement emballée par le projet et qui m'a fortement soutenue auprès de l'administration pénitentiaire. J'ai eu l'accord. Mais une fois qu'on a l'accord, il y a aussi, je dirais,
les vies locales à l'intérieur d'une prison. Parce qu'il y a l'accord général, ok, j'allais dans telle prison, mais ensuite, dans la prison où j'ai mené l'enquête, il y a aussi différentes strates hiérarchiques, il y a des forces syndicales, il y a, voilà, comme dans tout cadre de travail. Et là, autant la directrice de l'époque a été complètement accueillante, et c'est grâce à elle d'ailleurs que très vite j'ai pu me déplacer dans la détention. Par contre, le grand directeur du centre pénitentiaire, lui vraiment était plus que rétif. Il ne voyait pas du tout l'intérêt de travailler sur les femmes. 4% de la population pénale, mais vraiment, bon, alors il y avait ça. Deuxième difficulté, ça n'a pas été d'ailleurs sans peine tout au long de la recherche, c'est que justement, j'ai franchi, je dirais, les murs un peu de manière comme je peux le faire des fois, un peu machine discrète, on va dire, mais quand même un peu machine. C'est-à-dire, au début, j'avais l'autorisation de faire les entretiens par leur avocat. Et puis, comme, effectivement, par ailleurs, j'organisais des focus group, donc comme, par ailleurs, j'avais des espaces de vie en détention, et bien, progressivement, très vite, les entretiens sont faits en détention. Et après, c'était très difficile de revenir en arrière. Donc, ça n'a pas été autorisé immédiatement, mais ça s'est fait. Bon. Et puis, alors là, après, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Et puis, voilà, et là, je me trouvais confrontée à un autre problème qui est que, justement, qu'est-ce que c'est que cette sociologue qui vient tous les jours en détention, sachant qu'en détention, voilà, à part l'aumônier, les aumônières et les unités de soins, les personnes de l'unité de soins, personne ne rentre, qui vient tous les jours, qui semble plutôt être pro-détenus, parce qu'en prison, en plus, il y a une espèce de frontière entre les détenus et les surveillantes. Donc, ça n'a pas facilité tout à fait, je dirais, mon intégration totale auprès du corps des surveillantes. Donc, il y a eu quelques frictions, il y a eu quelques situations délicates, et notamment avec la surveillante activité, qui nous a fait des tas de problèmes. Mais voilà, et il y a quelques surveillantes qui ont d'ailleurs quand même, qui ont permis des entretiens, avec qui j'ai fait des entretiens. Et très vite, on leur a dit, qu'est-ce que tu fais ? C'était une trahison du corps professionnel que de faire ces entretiens avec cette sociologue qui est quand même un peu bizarre et qui a l'air très pro-détenu, et en plus, qui a l'air très pro-détenu basque. Alors ça... ça n'a pas facilité la vie toujours, mais bon. Mais quand même, ça a tenu. Bon. Alors, c'est vrai que je parle d'inachevé dans l'avant-propos parce que au départ, je devais y rester. En fait, l'idée, c'était au départ 3 ans de recherche, 2 ans sur le terrain et 1 année où je fais. Parce que moi, quand je fais du terrain de recherche, je fais des allers-retours. Avant de rendre publiques les données, généralement, je rencontre personnes concernées. Là, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu une certaine pression de la part de quelques surveillantes qui, quand même, ont demandé à ce que je parte. Et comme le directeur de la prison était plutôt du côté syndical de ces surveillantes, voilà, enfin bref. Mais j'y suis restée que 18 mois. Et du coup, bon, après, l'autre élément organisationnel, c'est que, comme dans beaucoup de cadres de la fonction publique, les cadres ne doivent rester que 4 ans dans un lieu pour ne pas... Enfin, la question officielle, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien de proximité avec les détenus, mais aussi entre collègues pour tenir l'organisation carcérale. Donc la personne qui soutenait, qui était très soutenante, directrice du centre, n'est plus là. Donc ça ne facilite pas les allers-retours. Ils n'ont pas pu se faire. Voilà. Peut-être... Alors, je voulais tirer le fil un peu que tu as dit à la fin autour du fait que l'institution carcérale indique ce qui fait norme sociale. Et donc, ce qui est assez frappant, tu l'as précisé, hein, ce centre de détention est un centre privé-public. Donc, on y lit vraiment des traces de ce capitalisme néolibéral qui nous concerne tous, et notamment à la fois ce continuum, cette injonction sécuritaire, mais aussi cette injonction évaluative. Et donc, je te propose de reparler, enfin, j'aurais des questions vraiment autour de comment se construisent ces récits, parce que je pense que cette injonction biographique, elle nous inonde, enfin, à la fois d'abord évaluatoire, d'expertise, de diagnostic et ensuite biographique. Elle inonde en fait tous nos secteurs de la vie sociale, le marché du travail, etc. Et on est, je pense, tous pris dans des injonctions paradoxales. Alors là, tu les montres bien, justement. Donc ces femmes sont prises dans ce continuum de violence, de représentation aussi, hein, tu n'en as pas parlé, mais de clichés, de représentations qu'on a de la femme violente ou de la bonne victime, de la femme victime. Elles sont prises aussi dans cette injonction d'être à la fois, enfin, de se reconnaître comme auteur
et de se reconnaître comme victime, avec là encore aussi ce qui, je pense, est lié à ce capitalisme néolibéral, cette injonction à l'individualisation, donc qui psychologise, qui écarte un peu le contexte structurel, social, qui explique tout ça derrière. Et donc on se demande, mais comment font ces femmes pour construire un récit biographique avec, dans l'idée, il ne faut pas oublier, l'horizon, c'est la libération ou la réduction de peine. C'est ça. Et alors ça, c'est l'horizon, et le cadre, c'est quand même un cadre disciplinaire. Donc on imagine. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, c'est comment font ces détenus pour construire ce récit biographique. Et donc, alors là, j'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce que, et d'ailleurs tu la poses dans le livre, est-ce que finalement il faut un capital culturel, une conscience politique pour arriver à construire véritablement un récit émancipateur ? Et donc, est-ce qu'il y aurait d'un côté des récits impossibles et de l'autre des récits possibles dans telle ou telle condition ? Ou est-ce que peut-être se dessinent des petites formes, des savoir-faire, des sortes de compétences, de métis, dans le sens de la métisse grecque, de ruse un peu émancipatoire dans la façon de jouer avec toutes ces injonctions ? Alors, oui, évidemment que selon les capitaux culturels, linguistiques, politiques, il y a des manières différentes. Mais pas que. Alors, il n'y a pas que les capitaux sociaux qui vont jouer, c'est aussi la durée de la peine. Et là aussi, les localités dans lesquelles se situent les acteurs de la peine. Par exemple, l'endroit où j'ai mené l'enquête, c'est vraiment pas l'endroit le plus favorable en termes de conditions de détention. On est dans une prison haute sécurité, voilà, très, très moderne, ce qu'on appelle l'ENIP dans le langage pénitentiaire. Voilà, et pour certaines détenues qui avaient été détenues à Rennes, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que, et ça aussi, ça spécifie la détention des femmes, c'est qu'en France, il y a 2 centres. Il y a un centre de détention pour femmes uniquement, c'est Rennes, et une maison d'arrêt, c'est Versailles. Sinon, les femmes sont toujours incarcérées dans des prisons mixtes. Donc, qui dit prison mixte, homme-femme, là aussi, eh bien, va faire que la vie carcérale va être moins facile pour les femmes, tant en termes d'ailleurs de déplacement de corps que d'accès aux activités, parce que la priorité va être donnée aux hommes. Voilà, et donc, c'était le cas ici. Donc, quand elles ont choisi, et ça fait partie de la ruse, mais certaines, quand elles ont quand elles ont fait la demande d'être incarcérées dans ce lieu, c'est parce qu'il y a l'idée que le juge d'application des peines de cette région accorderait plus facilement des conditionnels. Ça fait partie des ruses et des savoir-faire. Bon, une fois dit ça, après, c'est pas sûr parce que ça change. Mais puis là aussi, dans le métier de juge d'application des peines, il y a aussi toute une difficulté, se faire reconnaître comme juge qualifiant. Donc, c'est compliqué. Mais une fois dit ça, à l'intérieur même de la détention, évidemment, au fur et à mesure de la peine, les femmes vont acquérir, une connaissance des attendus. Et cette connaissance des attendus, elle est particulièrement forte, par exemple, en ce qui concerne le recours à la psychologie. Personne n'oblige des détenus officiellement à aller voir la clinicienne ou le clinicien. Et puis en plus, il y a 2, supports. Il y a le clinicienne de l'unité de soins hospitalière qui n'est pas la pénitentiaire, et l'autre qui est le psychologue d'application des peines. Psychologue d'application des peines, c'est obligatoire puisqu'ils font les expertises. Pour le reste, non. Mais alors pour le reste, non, mais comprenant que quand même dans le dossier, ça fait peut-être bien d'avoir inscrit que la personne est allée consulter le psychologue, eh bien elles y vont. Donc ça fait partie de la ruse institutionnelle. L'autre ruse, mais qui va se déployer de manière différente selon les situations. Je vais vous raconter l'histoire de l'une d'entre elles, ça va être peut-être plus clair. L'une d'entre elles qui comprend que, elle est condamnée à 10 ans, elle a une permission de sortie. Lors de sa permission de sortie, elle comprend que son conjoint n'a absolument pas bougé de mode de vie, c'est-à-dire que, alors qu'elle a déjà fait 8 ans de prison, elle arrive pour sa permission, elle passe 3 jours chez elle, il est devant sa télé, il ne fait pas à manger, il y a 3 enfants, il ne s'en occupe pas. Enfin, elle comprend que vraiment, elle veut se barrer. Elle me le dit. Elle me dit, de toute façon, je vais me barrer, c'est sûr. Sauf qu'elle comprend qu'il y a des attendus dans l'évaluation pénale. Et parmi les attendus, il y a celle de l'harmonie du couple, la stabilité conjugale, avoir un lieu de vie à la sortie. Et si vous n'avez pas tout ça, vous ne sortez pas non plus. Mais elle est assez fine, parce qu'elle va comprendre le dispositif. Donc du coup, elle va jouer le jeu de l'harmonie.
conjugale. Et alors qu'elle me dit en cellule, non mais je vais me barrer, je vais me barrer, je lui dis oui, oui, bien sûr. Et puis son avocate lui dit, il faudra se barrer à la sortie. Bon. Donc elle met tout en œuvre, elle sort avec un travail salarié, elle joue le jeu des unités de vie familiale avec son mec, il ne se passe plus rien entre eux, elle ne le supporte plus, elle joue le jeu, parce que ça aussi, ça fait partie de l'évaluation. Elle sort de l'unité de vie familiale, eh bien, une surveillante va dire à une détenue, alors, elle a vu son mari, ça s'est bien passé. Ou alors une autre qui n'y est pas allée, alors, mais elle n'a pas vu son mari. Et ben, c'est comme ça, c'est ça aussi tout l'informel. Donc, et puis, j'ai oublié de dire, c'est que les conversations téléphoniques sont écoutées. Conversations téléphoniques, quand même, qui, là aussi, ça rejoint le capitalisme carcéral. Il faut savoir qu'en prison, en Europe, dans toute l'Europe, c'est une entreprise multinationale qui détient toute la téléphonie, donc privée, en prison et dans les hôpitaux psychiatriques, que les communications coûtent 6% plus cher qu'à l'extérieur, et que, ça c'est assez ironique, ou c'est l'ironie du sort, mais en plus les détenus payent dans le coût de ces communications leurs écoutes, enfin le fait qu'elles soient écoutées. En bref. Ça s'appelle le capitalisme carcéral. En tout cas, du coup, au téléphone, elle joue le jeu avec son mari, parce que le mari dit, mais elle est bizarre, ils comprennent bien, il comprend quand même qu'elle est distante. Mais elle va jouer le jeu. Et elle joue le jeu, et c'est ça la ruse. Bon, ça, c'est un exemple de ruse. Elle sort, et au bout de 6 mois, elle se barre vraiment. Voilà. Mais pendant 6 mois, elle joue le jeu. D'abord, elle sort de 10 ans de prison, donc on ne sort pas de 10 ans de prison comme ça. Hein. Elle a un travail, heureusement pour elle, quand elle sort, mais elle a 3 enfants, elle sort avec un bracelet électronique. Bon, il faut trouver un logement. Elle a l'injonction de ne pas habiter dans le quartier où s'est passé le délit. Donc, il y a tout un tas de choses, quand même. Mais final des courses, je ne dis pas que sa vie... Bon, mais elles ne sont pas toutes comme ça. Elle, je pense qu'elle s'est vraiment emparée du dispositif disciplinaire. Elle a compris les attentes. Elle a compris aussi... alors ça, c'est aussi de l'usage de la discussion avec la clinicienne et les discussions aussi qu'on a pu avoir en cellule, on en a beaucoup parlé, voilà, et aussi avec son avocate. Et de fait, elle s'est libérée de cette histoire. Donc elle a rusé, je dirais, dans sa compréhension de l'institution. Mais évidemment que cette ruse ou cette adaptabilité à l'institution pour préparer sa libération, elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut à la fois maîtriser effectivement la langue. Si en plus vous ne maîtrisez pas l'univers linguistique, ce n'est pas possible. Il y a un certain nombre de détenus qui aussi vont pas faire usage vont faire usage plutôt de manière frontale avec l'institution, notamment dans le parcours injustement condamné, puisqu'elles sont dans ce sentiment de conflictualité permanent. Donc pour elles, c'est plus difficile. Et voilà, donc je dirais que c'est selon à la fois le rapport... Alors oui, et puis cette détenue-là, par exemple, aussi dans sa ruse, il y a... J'aime beaucoup que tu dises le mot ruse, parce que ce n'est pas négatif du tout. Elle a un poids de culpabilité énorme sur son passage à l'acte. Je pense aussi qu'elle endosse la peine avec rigueur, ce qui facilite aussi son rapport, paradoxalement, avec l'institution. Voilà, donc il y a tous... je ne sais pas si j'ai répondu. Je n'ai pas répondu de manière tout à fait complète, peut-être. Mais... Après, je ne sais pas quelle heure il est. Peut-être que... oui, il est 19h. Eh oui, peut-être on laisse à la salle, hein, si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si je vous apporte... Merci. Dans cette histoire, personne n'est dupe, parce que je pense quand même pas que les gens qui sont autour de vous, ou qui sont des gens intelligents, sont des gens qui réfléchissent, sont des gens qui écoutent. Donc en fait, cette histoire qui se crée par la détenue, elle est conforme à la supra-histoire que tout le monde, sur lequel tout le monde est d'accord en effet, pour que les choses n'avancent ou n'avancent pas. Après, on peut juger ou pas juger de la façon des choses. Mais dans cette histoire-là, personne n'est dupe, en fait. C'est-à-dire personne n'est dupe. Vous voulez dire quoi par... moi, d'après ce que vous me dites, j'ai ce sentiment-là que personne. Je veux dire, autant quand vous racontez que avoir le psychologue, qu'elle s'arrange avec le psychologue pour que l'histoire soit bien construite par rapport à l'avocat, par rapport à l'institution, par rapport à tout ça. Mais je ne peux pas penser que l'institution est dupe par rapport à ça aussi. Je ne peux pas penser que l'avocat est dupe par rapport à ça. L'avocate, non, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Mais même l'institution, même si le discours qu'elle vous sort est celui-là. Sont quand même des gens qui réfléchissent, sont quand même des gens qui voient, sont quand même des gens qui observent et tout ça.
Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de voilà qu'il y a c'est un marché de dupes quelque part où chacun y retrouve quelque part son intérêt. On est d'accord là-dessus. Mais bon. Il y a des niveaux de compréhension différents en tout cas, on va dire, et du coup des niveaux de façade ou d'illusion presque biographique carcérale différents selon les positions de chacune. Merci. Merci à votre travail et je vais lire votre livre avec attention. Mais j'ai déjà plusieurs remarques, questions et désaccords. Donc je vais essayer de les livrer correctement. D'abord, je suis un peu surprise par un certain ton. Non pas qu'il faille parler de violence en faisant la gueule, mais il y a quand même un détachement qui, pour moi, pose question. Parce que le b.a.-ba, quand même, c'est de rappeler que l'enfermement, la carcéralité, est une violence qui est décidée par les hommes en patriarchie. Et une simple logique féministe, tant mieux que vous ayez fait une enquête, c'est un apport. Néanmoins, en étant tout simplement logique, c'est tout à fait évident que c'est une continuum et que la grande majorité de ces femmes sont des victimes qui subissent une violence injuste. Donc, je suis un peu étonnée par la sagesse, en fait, un peu scolaire de la tenue des propos qui, conformément souvent à l'esprit universitaire ou de recherche. Mais est-ce que on arrive à restituer cette immense injustice patriarcale parce que c'est quand même, pour moi, le but. C'est-à-dire que le but, c'est la transformation de la société, la sortie de l'androcratie. Et du coup, l'invention punitive de la carcéralité, de l'enfermement, est une des plus grandes folies contemporaines. C'est une thématique qui est très peu abordée par les analyses féministes. On peut aussi émettre comme hypothèse que ce qui empêche la révolution féministe, c'est la menace carcérale, c'est la violence carcérale et la menace carcérale. D'ailleurs, il y a des féministes qui se sont battues pour des sujets, pour des violences patriarcales précises, qui, après un vécu carcéral, en ont fait la bataille de leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont abandonné leur première lutte, leur première thématique, pour endosser celle-là. Il y a plusieurs exemples. Et je trouve que c'est un ton, une approche assez spécifique de femmes, vous deux, je parle là de vous deux, qui ne semblent pas menacées par un vécu carcéral. Et non mais moi il se trouve que je le suis. Voilà, j'ai de la prison avec sursis. J'ai un vécu de garde à vue qui est tel que j'ai un vécu carcéral par les gardes à vue. J'ai des traumatismes extrêmement violents de ma résistance féministe et qui deviennent presque aussi importants, sinon plus importants, que les violences initiales qui faisaient partie de ma vie avant et qui font partie de ma vie maintenant, en dehors de la carcéralité. Du coup, d'abord, on continue à subir les violences masculines dans la prison. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Moi, je me suis découverte abolitionniste de la carcéralité par hasard dans mon parcours de lutte politique. C'est-à-dire que je suis féministe radicale, donc je suis animaliste. Et une de mes pratiques, c'est de libérer, c'est la libération, c'est de délivrer des prisonniers politiques, des cages, des fermes. Donc je parle là des autres animaux, et c'est pour ça que je vais, moi, aller en prison. Alors je ne sais pas quand, sur quelle modalité, mais de deux choses l'une, soit je m'arrête de lutter, et je peux peut-être éviter la prison, ce qui n'est pas gagné, parce que j'ai beaucoup de procès encore à venir, et le sursis qui va sauter, certainement, mais si je l'évite, c'est parce que j'arrête de lutter. Donc ce que je veux dire, c'est que la menace carcérale est un empêchement à la justice. Et puis d'interroger ce chiffre en tout ce qui concerne la France, les 4%, c'est la France, c'est ça ? Les 4% de femmes en France. En milieu fermé. Voilà, en milieu. On a l'impression du coup que ça ne concerne... Voilà, est-ce que c'est à cause de ce chiffre-là ? Mais en même temps, le système juridico-judiciaire-policier est totalement dans les mains des hommes. Des représentations masculines, de la culture misogyne.
Donc en fait, l'abolition de la carcéralité devrait être un sujet de première instance féministe. Si on prend un peu de hauteur universaliste à travers le monde, voilà, on est enfermé, on est puni de la violence carcérale parce qu'on est victime, mais encore plus directement. Une femme, voilà, on était violée, donc on est mis en prison. On lutte contre les voileurs et le voilement, on est mis en prison, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était juste, enfin, si. Je peux déjà peut-être répondre au premier. Voilà. Oui, pardon, j'aurais d'autres choses à préciser. Pour laisser aussi la place au débat collectif, mais et Sandrine, tu peux dire aussi ce que tu veux sur la tonalité. La tonalité, d'abord, premièrement, je ne parle pas effectivement en tant qu'ex-prisonnière. Je n'ai pas connu la prison. Et je n'ai jamais, d'ailleurs, prétendu parler à la place d'ex-prisonnière. Je ne parle pas à la place. Non, je termine. Pardon. Par contre, moi, en tout cas, mon cadre de pensée, et c'est exactement le cadre dans lequel j'ai mené l'enquête, ce qui m'intéresse, c'est comment les minoritaires construisent et élaborent du savoir. Et c'est à partir, d'ailleurs, du récit et des expertises des femmes que j'ai rencontrées, justement en face à face avec le régime disciplinaire et avec le régime pénal, que j'ai pu construire cette écriture. Après, la question qui peut se poser, c'est effectivement que j'interprète des récits à l'intérieur d'un cadre théorique. Évidemment, sans doute qu'une autre, ou une ex-prisonnière ou une autre sociologue sur ce même terrain ne rendrait pas compte de la même manière de ce que j'ai vu, observé, parce que le cadre théorique, par exemple, ne serait pas le même, ni même le cadre politique. Voilà. Mais après ça, donc ça, c'est la première réponse que j'ai envie de vous donner. Quant à la deuxième posture sur ma tonalité, mais d'abord, pour tous les sujets dans la vie, ce sujet est grave, mais en même temps, justement, il est source d'émancipation, il est source de réflexion critique. Et il me semble que donner envie de lire, en parler, ça passe aussi quand même par je sais pas, un vivant du récit, qui n'est pas non plus obligé d'être grave et plomb-blanc pour être entendu, me semble-t-il. Bon, puis après, c'est ma posture aussi. Enfin, non, il ne s'agit pas d'être grave et plombant, c'est pas ça, c'est qu'en fait, vous exposez, je suis d'accord avec votre exposé, que c'est voilà, que ces femmes enfermées sont pour la plupart dans un continuum de violence et qu'elles ont été réactives à ça et enfermées pour... Donc, on parle bien d'injustice. Donc, lutter contre ça aussi en dehors de la prison ou aussi en tant qu'habitante de la Terre, anti-carcéralité, c'est pas que à l'intérieur de la prison que celles qui sont dans la violence, avec une marge de manœuvre, admettons-le, extrêmement réduite, puisque c'est complètement... Voilà, l'univers carcéral est caché du regard du reste de la société, c'est organisé comme tel, et c'est un effroi absolu. Mais donc on ne peut pas attendre de leur geste de résistance en interne. C'est justement celles qui n'y sont pas qui peuvent œuvrer davantage, me semble-t-il, et rappeler l'indignation de cette invention sociétale. 2-3 autres petits points. Évidemment qu'il y a dans la société... Je fais très vite après, pardon. Oui, je fais très vite, excusez-moi, je vais synthétiser. La carcéralité n'est pas que la prison dans nos sociétés. Voilà, moi je pense que l'établissement scolaire est une semi-carcéralité, et il n'est donc pas étonnant de voir qu'en prison, il y a une scolarisation, puisqu'en fait il y a une infantilisation de tout ce que vous avez raconté là, qui est aussi de l'ordre de l'humiliation et du scandale, sur le fait de jouer le jeu, de répondre à des choses misogynes, et qui sont, voilà, j'imagine l'immense solitude de ces femmes qui subissent et qui continuent de subir la menace répressive alors qu'elles sont en train de subir une persécution. Ensuite, plusieurs autres choses. Vous avez, sur le langage, je suis un peu étonnée encore aussi de votre lexique. Vous parlez, elles sont auteurs, donc elles ne sont-elles pas autrices ? Oui, bah oui,
Enfin, est-ce que c'est... Et c'est aussi un point de vue théorique et politique. Je ne suis pas sûre que le marquage du féminin soit une avancée sociale en termes justement de neutralité du genre, mais au contraire, à mon sens, vient remarquer la marque du genre et vient la signifier. Voilà, donc dans le livre, j'ai choisi, et c'est ma position, j'ai choisi plutôt l'accord de proximité. Voilà, et je mets auteur E et non pas autrice, justement pour pas resignifier cette marque du genre. À l'oral, on ne l'entend pas, et c'est on peut être en désaccord, c'est pas grave. Et sur les, il y a un terme qui est, puisque le parler politique, vous avez mentionné le jargon qui est le leur, qui est la radicalisation. Mais si je ne m'abuse, non, c'est pas vous, c'est le système carcéral qui en parle. C'est pas vous, c'est pas votre langage à vous, ça. Mais il faut combattre aussi de l'extérieur ces concepts qui empêchent de percevoir l'injustice, puisqu'en fait, la radicalisation, comme dirait Hannah Arendt, seul le bien est radical, est une vertu. Et donc là, c'est employé comme une péjoration, visiblement, dans le carton. Et c'est un véritable scandale. Je vais donc m'arrêter là. Non, je voulais juste préciser par rapport... Bon, déjà, effectivement, toute l'écriture est inclusive quand même dans ton texte, donc ça, il faut quand même le dire. Ayant lu le livre, ce qui est quand même... ce que je voudrais repréciser comme cadre, et tu l'as dit au début, c'est donc des centres de détention, parcours fermé, peine moyenne et longue peine, et à l'intérieur d'un cadre très précis d'analyse, qui est le parcours d'exécution d'évaluation de peine. Alors, je dis ça pourquoi ? Simplement parce que, aussi bien pour la perspective critique que pour la perspective de lutte, c'est important d'avoir des données précises. Or là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a justement des données extrêmement précises sur des femmes, finalement quelque chose qui est assez restreint, qui est assez petit, mais qui permet d'avoir une analyse fine. Et je pense que ça, c'est un apport très important et que... Voilà, je me fais l'avocat de Natacha, mais en tout cas, Natacha s'attache à analyser ce qu'elle a sous les yeux sans généraliser. Et je pense que du coup, ça donne des données qui sont justement utilisables parce qu'elles sont précises à l'intérieur d'un cadre d'observation précis. Voilà, juste pour... Peut-être je peux proposer à quelqu'un. Je salue le travail, je rappelle que la justice n'attend pas, donc voilà, je voulais juste réinsuffler un peu d'urgence parce que quand on vit avec cette menace-là, on réfléchit un peu différemment. Vous parler, monsieur ? Je croyais qu'il y avait une foule derrière, c'est pour ça que je mets... Ah non, c'est intéressant. Ouais. Qui souhaite prendre la parole ou des remarques ou des questions ? Oui. En tout cas, moi, je travaille dans le secteur éducatif avec des familles sous main de justice. Voilà. Donc, justement, je m'intéresse à comment, en tant que professionnel, eh bien, on peut avoir une approche, je veux dire, non stigmatisante. Parce que souvent, eh bien, les jeunes vont signaler leur famille par un acte de délinquance. On sait très bien qu'un parcours de désistance arrive vers 25, 26 ans, quand on va se rendre compte qu'on a envie de faire sa vie, avoir une amoureuse, etc. Et donc, la majorité des jeunes qui ont commencé une trajectoire de délinquance vont cesser. Donc, on sait bien que l'adolescence bruyante, comment l'accompagner ? C'est justement accompagner ceux qui les entourent, puisque... Par conséquent, l'adolescence, c'est un moment de toutes les façons où on va s'écarter des règles. Ça fait partie du processus adolescent. Eh bien, ce que je peux voir, voilà, j'ai 50 ans, ça fait 20 ans que je travaille dans cette institution qui s'appelle la protection judiciaire de la jeunesse. Eh bien, les mères sont, je veux dire, convoquées. Voilà. Donc, quand on dit on veut voir vos parents, ben, s'il y a la maman qui est là, ben, ça nous suffit. Ça nous suffit, les professionnels. On voit bien que, quelque part, il y a une violence de genre. Donc, on a la maman sous la main, c'est bon. Donc, et quelque part, il y a une forme de tâche. Voilà, elle vient accompagner son enfant, mais en fait, la tâche du délit, ça va lui coller à la peau. Cette femme, quelque part, c'est une mauvaise mère. Il y a quelque chose qui plane
au-dessus de cette femme. Le père, s'il n'est pas venu, on ne va pas chercher. Souvent, hélas, 80% des femmes, il y a bien des femmes qui sont en couple, mais qui sont envoyées au front de la consultation. Par exemple, quand j'appelle au téléphone, je vous passe ma femme, ce n'est pas de la coparentalité, ça. Donc, on se rend bien compte que là aussi, lorsque les enfants, les adolescents sont en difficulté, la parentalité s'étaye. Mais la parentalité s'étaye, eh bien, nous, en tant que professionnels, à demander, voilà, et si cette femme ne le fait pas, parce que parfois aussi, il y a la honte. Parce qu'en fait, s'il est bon, s'il est brillant, si tout se passe bien, c'est mon fils. Mais si c'est un gredin, ça peut, d'accord, c'est ton fils. Donc du coup, il y a aussi cette honte de la femme, finalement, de ne pas exiger du conjoint de se présenter. Et nous aussi, parfois, on oublie. Vous voyez ce que je veux dire? On oublie, on rate une occasion, justement, de faire accompagner ces jeunes et d'avoir une fonction phorique. La fonction phorique, ça veut dire de porter, nous en tant qu'institution, de demander aux parents de venir et puis aussi d'aider la mère à se dire mais tiens, mais j'ai un partenaire et que les autres espaces de socialisation qui sont autour vont aussi contribuer. Et donc, du coup, cette femme se retrouve à se déshabiller, à déshabiller sa vie, voilà, devant les services et on lui demande plus, elle qui est seule, à un couple. Et c'est d'autant plus intéressant parfois pour moi d'observer que nous, les travailleurs sociaux qui sommes de classe moyenne, on a des attendus vis-à-vis de la mère, voilà, à la chambre, quand on va faire la visite à domicile, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de poster, vous voyez, c'est pas assez investi. On a toute notre vision, non seulement finalement de classe moyenne dominante, vis-à-vis de ces femmes qui sont souvent de classe populaire, racisées, qui donc ne savent pas s'occuper bien de leur petit garnement. On sait bien que les adolescents, il y en a qui sont bruyants, d'autres le moins. C'est sûr que quand on habite dans un appartement au 20e étage sans ascenseur et que vous avez 4 enfants dans une chambre, ce n'est pas la même chose que quand on habite dans un pavillon ou à la campagne, ou même si on partage la chambre du copain, on peut aller à l'extérieur respirer. Et là encore, on sent bien que la charge de la femme, voilà, et la violence symbolique, et la violence dont vous parlez, je la ressens dans le quotidien du travail. Merci. Oui, allez-y. Justement, moi, j'ai bien apprécié aussi votre intervention. Il y a une historienne qui a travaillé, Véronique Blanchard, qui a travaillé beaucoup sur les assistantes sociales, justement sur la pression du métier à la base quand il a été créé, notamment ce contrôle des femmes aussi sur les femmes. Et c'était vraiment très intéressant, ça me fait beaucoup penser à ça là-dessus. Donc oui, au niveau historique, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, par ailleurs, actuellement, je mène une autre recherche, une recherche création, donc qui va aussi donner lieu à une pièce de théâtre dans le cadre de l'ENS Paris-Saclay. On travaille dans un CEF, un centre d'éducation fermé pour mineurs. Il n'y en a qu'un en France pour filles. Et effectivement, on travaille avec Véronique Blanchard. Et ce qui est très fort chez ces mineurs, donc elles ont entre 14 et 18 ans. Et c'est qu'il y a aussi tout ce qui a évolué. Alors d'abord, je dirais dans la manière dont il y a une forme de domestication du corps de ces jeunes, de ces mineurs, dans le cadre, au fond, de cette cette incarcération, parce que ça s'appelle centre éducatif fermé, mais c'est une incarcération, où là aussi, on leur demande d'avoir une bonne féminité, une juste féminité. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a fait des entretiens avec les personnels encadrants, et il y a une éducatrice ou un éducateur, qui dit à une mineure qui s'habille en caleçon et en jogging. Toutes ont déjà subi un certain nombre de violences de genre, d'ailleurs déjà, et qui lui dit « Non, mais là, il faut vraiment que tu deviennes une vraie femme. Il faut que tu sois féminine. Il faut quitter le caleçon et le survêtement. Et voilà, et se faire le sourcil et les vernis à ongles, etc. » Donc là aussi, on travaille là-dessus en ce moment avec les personnels de ces centres éducatifs fermés sur comment ça vient réinterroger la domestication du corps aussi dans ce cadre disciplinaire.
mais aussi, et tout en suivant les travaux de Véronique d'ailleurs, c'est de dire comment aussi dans cette logique aujourd'hui du risque, parce qu'en fait il y a toute une logique pénale autour du risque, eh bien il y a des risques d'enfermement plus forts, et du coup on ne travaille pas forcément sur l'accompagnement, mais sur une espèce de prédiction du risque qui est, enfin alors là, sur lequel on est très très critique pour le coup, en termes justement d'inflation disciplinaire et d'incarcération. D'ailleurs, tu en parles hein, dans le livre, cette question des corps des femmes, avec cette injonction normative hétérosexuelle, le concept de la jeune fille, et aussi le fait qu'elles ne reçoivent pas autant d'ailleurs de visites de leurs compagnons que les hommes, ou qu'elles n'en veulent pas, justement, à cause de la modification de leur corps. C'est-à-dire qu'en tout cas, en longue peine, bon, soit il n'y a plus de compagnons, soit il y a des compagnons rencontrés au cours de l'incarcération, ou soit, effectivement, il y a soit la volonté de ne pas peser sur la famille qui est éloignée géographiquement et donc de refuser des parloirs, ou alors de ne pas se montrer, parce que le corps en prison, notamment en moyenne et longue peine, peut être un corps qui grossit, donc qui est déqualifié par l'esthétique attendue, et donc certaines préfèrent ne pas être vues que d'accepter des parloirs qui pour autant sont des espaces fondamentaux, les parloirs quand on est en prison. Et l'autre élément, tout à l'heure tu m'as posé la question et j'ai oublié de t'y répondre du coup, mais c'est aussi comment fonctionne en prison ce que Daniel Kergoat appelle le syllogisme du sujet sexué féminin, c'est-à-dire, et qui rend difficile les rapports entre femmes, mais qui concerne toutes les femmes, prison ou pas prison, c'est-à-dire cet argument qui est de dire je ne suis pas une femme, les femmes, mettons, sont toutes jalouses. Moi, je ne suis pas jalouse, donc je ne suis pas une femme. Et donc, qui empêche une identification positive à l'intérieur du groupe femme, et où toute, je dirais, différence crée une défragmentation qui fait imploser le groupe femme parce qu'elle est menaçante pour soi. Et donc ça facilite pas les liens, si bien que quand je suis rentrée en prison, alors j'ai eu droit à tout, les femmes sont vicieuses, les femmes sont manipulatrices, les femmes sont des menteuses, méfiez-vous des femmes, comment vous allez aller à la cour de promenade, faire l'observation, mais c'est dangereux, voilà. Donc il y a tout cet univers-là, qui est à la fois, je dirais, l'univers partagé hors prison, hein, mais qui évidemment, là aussi, va recirculer, et aussi du côté de certains experts, mais aussi entre femmes. Et donc, il y a une série de jugements, à la fois, je dirais, moraux, liés à une économie plutôt morale des peines, et des jugements très dépréciatifs, liés à ce syllogisme du sujet sexué, qui ne facilite pas, évidemment, les relations entre femmes. Et là aussi, les prisonnières autodéfinies politiques, avec leur singularité, il ne faut pas croire qu'elles sont toutes pareilles. Il y a évidemment des hétérogénéités liées à l'âge, au parcours, mais quand même, il y a cette solidarité aussi qui est construite politiquement à l'intérieur du groupe et qui va donner évidemment d'autres rapports en prison. Est-ce qu'on te ressentait comme lesbienne, souvent ? Alors ça, justement, j'ai évité absolument. Parce que ça... Non, mais c'est une vraie question. Je ne l'ai jamais dit. En entretien, évidemment, d'abord en prison, je ne parlais pas de moi, j'étais... Voilà. Mais en plus, je réfléchissais à la manière dont je m'habillais. C'est-à-dire... ne pas donner non plus. Il y avait, et ça je sais, pour certaines détenues, c'était très important d'être bien habillées. Il y avait quelque chose quand même à la fois de leur propre respect et de quelque chose de l'extérieur qui arrivait, qui était esthétiquement aussi, qui sortait justement de la misère corporelle du quotidien. Mais voilà, c'est un juste limite. Je n'allais pas habiller comme ça non plus. Voilà, il y avait une juste limite du type d'habillement, mais je ne voulais pas donner des indices du lesbianisme. Ça, c'est sûr. C'est sûr que pour beaucoup de femmes, si elles avaient su, je n'aurais pas eu les récits que j'ai eus. Donc, elles m'identifiaient comme femme et comme ayant une expérience commune en tant que femme. Elles ne savaient pas ce que je vivais. Voilà, il y en a deux qui ont su qui j'étais vraiment, et c'est plutôt du côté des politiques, voilà. Dont une était lesbienne aussi, voilà. Et que je continue à les voir au parloir toujours, parce que ça, je garde des liens. D'abord, je garde des liens avec deux prisonnières que je vais voir au parloir en France et en Espagne, parce qu'après il y a aussi, et aussi avec des ex-prisonnières.
qui ont toutes reçu le livre, parce que pour l'instant, il ne passe pas en prison. Pour l'instant, il n'est pas passé encore. En tout cas. Mais voilà, et on a fait d'ailleurs une émission de radio, écoutez-la, magnifique, avec Charlotte. Enfin, c'est Charlotte Bien-Aimée qui a fait l'émission dans une série qui s'appelle Un podcast à soi, avec des ex-détenus que j'ai rencontrés pendant l'enquête. Voilà. Ouais. Ça s'appelle Un podcast à soi, et c'est sur arte.fr. Et c'est vraiment, et ça aussi, ça m'importait que de maintenir quand même ces liens-là. Et voilà. Et samedi, justement, je vous donner une autre conférence que sur le chapitre concernant les prisonnières politiques au Pays Basque, avec des prisonnières que j'ai connues quand elles étaient incarcérées, et d'autres, une qui est incarcérée et qui a préparé des questions, l'administration pénitentiaire a donné son accord. Et voilà, donc avec ex-prisonnières et prisonnières toujours actuelles. Donc, quelle a été la réaction un peu de ces ex-prisonnières à ton travail ? J'attends. Elles sont en train de le lire. Donc, je vais en savoir plus très bientôt. Je vous dirai. Enfin, je vous dirai. Non, je vous dirai pas comme ça, mais... Brigitte fera le lien. Merci. Merci à vous de votre attention. Il est 7h, je pense jusqu'à 19h, c'est ça. Tu veux dire un mot de conclusion ? Bah merci à toi, surtout. Et merci à vous, et je vous conseille la lecture de ce livre. I know you told me such a long time ago. Vous venez d'écouter Natacha Tchetkouti-Ossorovitz, lundi 14 juin 2021, à la librairie Ombre Blanche, autour de son livre « Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité », édition La Dispute. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Oh, what makes me be? Do you believe me, child of a fool?